Pouvoir d'achat, la grande priorité des Français. BFM TV y consacre une journée spéciale demain, sachez-le, avec notamment à 21 h le forum BFM TV qui sera animé par Maxime Switek, avec une vingtaine de Français réunis autour de responsables de la grande distribution, d'experts aussi bien sûr. Les prix dans les grandes surfaces, comment vont-ils évoluer cette année? On en parle ce soir, on en parlait déjà hier soir, on en reparle ce soir avec un autre invité que je vais accueillir en la personne de Nicolas Chaban qui arrive sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, vous qui êtes le fondateur de C'est qui le patron, arrêtez si je me trompe, une société coopérative autant qu'une marque, qui a été lancée en grande distribution il y a de cela plus de 8 ans maintenant, c'est bien ça. Aussi, on connaît, et vous l'avez amené d'ailleurs, vous avez un art de la communication tout à fait développé, on connaît notamment là votre brique de lait de couleur bleue. Le concept de C'est qui le patron, en une phrase et demie, c'est mieux rémunérer les agriculteurs, les producteurs et impliquer les consommateurs. En d'autres termes, savoir leur demander et exécuter ce qu'ils souhaitent trouver en rayon. Soyez le bienvenu. Merci. On est une coopérative de consommateurs, vous l'avez dit. De consommateurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds d'enjeux financiers, pas de dividendes versés, donc ça nous libère de ces enjeux financiers. Et on peut être de vrais consommateurs créant des produits pour aider les producteurs. Voilà. Parfois, quand on emploie, je me permets parenthèse, mais quand on emploie le terme coopérative, on pense à un entrepôt avec des fruits et légumes, de la viande, voilà, de différents producteurs. Là, on est vraiment sur une initiative, mais qui se retrouve concrètement dans les grandes surfaces. Ça fait 8 ans que ça dure. Autant dire que les négociations entre les industriels et les distributeurs, c'est-à-dire les grandes surfaces, vous en connaissez un rayon, sans mauvais jeu de mots. Elles ont lieu en ce moment. Hier soir, nous recevions ici même un patron de la grande distribution, patron des magasins U. Écoutez-le sur les négociations en cours, justement. Demande des hausses aux environs de 3%, ce qui nous semble correspondre à l'état du marché actuellement. Et les plus grandes entreprises demandent de 5 à 7% de hausse. Et pour la 4e année consécutive. Donc là, on est quand même beaucoup plus surpris sur un certain nombre de produits. Les industriels, toujours aussi gourmands, hein, on le comprend, c'est une guerre habituelle, malheureusement, pour le consommateur. Mais au milieu de tout ça, c'est quoi? C'est une partie de poker menteur. Comment vous regardez ce qui se passe actuellement? Alors, je vous donne un point de vue de consommateur. Oui. Je rappelle qu'on essaie de bien rester dans cette position-là. Nous, on demande depuis longtemps, et tout le débat s'éclairerait différemment, de la transparence. C'est quand même notre argent qui est engagé dans ces achats tous les jours. On est à l'origine de ce qui s'appelle le monde économique. On veut savoir où va notre argent, à quoi il sert. Et c'est vrai que les distributeurs le disent, mais les industriels, les fabricants ont du mal à donner des informations très claires sur comment est fait le prix, comment est payé le producteur et où va cet argent finalement qu'on amène jusqu'à eux. Ils ont du mal alors même que ce dont il s'agit, c'est bien sûr le prix pour les consommateurs, mais avant ça, la juste rémunération des producteurs. Il y a une crise agricole qui est passée par là, il y a un an de cela. Rien n'a changé. La transparence, puisque vous utilisez ce mot très important, la transparence, je vous elle n'est toujours pas au rendez-vous. Un exemple très concret, quand je dis ils ont du mal, c'est un peu un euphémisme, hein, ou une façon polie de dire qu'ils ne le font pas. Faisons un constat simple, chacun en faisant nos courses. Combien de produits, sur les 20 000 en moyenne dans un supermarché, nous garantissent qu'en amenant peut-être quelques centimes de plus, le producteur à l'autre bout vit de son métier? On aura du mal à citer plus de 2-3 marques. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que derrière les producteurs, c'est pas juste des gens qui cherchent à faire leur métier. Ils nous nourrissent tous les jours. Et nous, consommateurs, on a clairement dit, pardon, je vais parler un peu de chiffres, mais pour vous montrer qu'il y a un autre chemin possible. On a dit, voilà, on crée une brique de lait, personne ne voulait le faire, et on met les fameux 8 centimes qui manquent par litre, voilà ce qui manque à un producteur en France pour vivre de son métier. 8 centimes, comme on en boit 50 litres par an et par habitant, ça fait 4 € par an. La brique de lait est arrivée, pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. C'est devenu la brique de lait la plus vendue de France. C'est devenu la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'économiquement, alors que les piliers sont pas là, les piliers traditionnels, quand nous, consommateurs, on est sûrs, et certains, puisqu'on le vérifie nous-mêmes, que l'argent va au producteur, on défend un produit. Et c'est le message qu'on peut passer à tout le monde. Votre message, c'est de dire, en substance, c'est possible. Alors puisque nous, on le fait, voilà. C'est possible. Donc ça veut dire que, en creux, les industriels sont
déterminés à ne penser qu'à eux et à travailler, si je puis dire, dans le dos des producteurs. Mais ça croise une autre dimension. Je répète ces chiffres pour le comprendre, parce qu'on interpelle. Nous, on est des consommateurs de ces produits, on va dans les magasins, on parle à Danone, à Nestlé, on leur dit, mais attendez, nous, on a créé des produits qui aident les producteurs. 128 millions d'échanges annuels, c'est pas rien. Le lait le plus vendu de France, hors MDD, les 2 beurres bio les plus vendus de France, les œufs qui sont 3e, le yaourt qui est numéro 2. C'est pas pour les podiums. On leur dit, si vous payez mieux les producteurs, vous avez la preuve qu'on ira acheter les produits. Là, franchement, si les éminents spécialistes présents sur le plateau ont plus d'idées que nous, on ne comprend pas comment cette évidence, qui est de protéger des gens qui nous nourrissent, n'arrive pas jusqu'à eux, parce que ça devient une forme d'argument qui permet d'acheter les produits. Est-ce que autour de cette table, Roselyne, Christophe, Franck, Aurel, quand vous faites vos courses, parce que vous faites vos courses vous-même, hein, évidemment. Ah oui, j'ai personne qui fait mes courses pour moi, oui, non, c'est sûr. Est-ce que vous vous demandez, est-ce que parfois vous avez comme ça en tête l'idée que peut-être... oui, bien sûr, mais tel produit, je suis il y a de la transparence, une femme politique depuis 50 ans, donc ces questions-là, évidemment, je me les pose, et je me les pose en essayant d'avoir la chose la plus raisonnable, à la fois au point de vue écologique. Il y a des tas de choses que je mets en jeu dans ma réflexion d'achat. Sur les produits de base, si je puis dire, le lait, par exemple. Le problème, c'est que je bois plus de lait, moi, à mon âge, parce que c'est très mauvais de boire du lait à mon âge. Mais autrement, et parce qu'il y a aussi des questions de santé publique dans l'alimentation qu'on fait, et aussi de réfléchir au gaspillage. Je fais bientôt d'ailleurs un colloque là-dessus avec Courbevoie sur la façon de manger raisonnablement, et toutes ces questions-là, on se les pose, évidemment. Il n'y a pas que le coût le prix de rémunération des agriculteurs. Tout de même, que ce soit pour les agriculteurs comme pour le consommateur. Christophe, vous regardez les évolutions aussi. Moi, c'est Roselyne qui fait mes courses, donc ça facilite le travail. On en apprend des choses. Non, sérieusement. Je suppose que c'est Pauline qui fait tes courses. C'est vrai. Mais je l'ai fait beaucoup aussi, moi. Je l'ai fait beaucoup et j'aime bien ça, je compare bien les prix. Non, moi, je fais très attention au patriotisme économique, comme on dit. C'est-à-dire à l'origine géographique. Par exemple, il est rarissime que j'achète des bananes qui ne soient pas des Antilles. Et j'ai parfois du mal à trouver des bananes qui ne soient pas du Venezuela ou d'ailleurs. Sur les problématiques de rémunération, j'ai du mal parfois à déchiffrer, à décrypter et à me dire, est-ce que derrière ce prix, cet avantage, il y a une véritable bonne rémunération pour le producteur, ou est-ce que c'est pas dévoré par les intermédiaires? C'est pas simple. Nicolas Chaban. C'est une très bonne question. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'en étant consommateur dans cette marque collective, on vérifie nous-mêmes, et on invite tout le monde d'ailleurs à venir. Vous pouvez devenir sociétaire de la coopérative. Et vous vivez, pardon, je fais une référence, mais il y a eu un article récent dans Libération où il y a eu une enquête menée sur aussi les coulisses de cette initiative. Les consommateurs que nous sommes, on vérifie que les centimes vont bien aux producteurs. Mais je vais quand même donner un petit enjeu qui éclaire les choses, et merci quand même de vous intéresser à la rémunération des producteurs. En 10 ans, 100 000 producteurs ont disparu en France. On va se repositionner en 1970, 1 500 000 fermes. Aujourd'hui, 395 000. Mais elles ont grossi. Alors, elles ont grossi, mais pas dans la proportion nécessaire. Non. Et je vais vous dire, là où il y a une impasse, c'est que quand vous avez un monde qui nous est proposé, les fermes deviennent grandes, les petits disparaissent, mais quels fonds, finalement, viennent accompagner ces aventures économiques? Le jour, on l'a vu récemment, où vous avez des fonds allemands, anglais, dans des immenses structures qui détiennent finalement cette nourriture à nos portes, c'est pas très raisonnable d'imaginer 2 minutes qu'on va dépendre du bon vouloir de ces grandes marques. Donc, les petits producteurs à nos portes, c'est un patrimoine. Ils amènent de la nourriture tous les jours dans nos assiettes. Franchement, faire en sorte qu'ils arrivent juste à se nourrir, c'est aussi, finalement, leur sort est lié au nôtre. C'est nous préparer à un avenir un peu différent. Donc, il n'y a pas un enjeu simplement de justice ou de... J'emploie un mot terrible, de pitié pour les pauvres producteurs qui auraient besoin de quelques centimes. S'ils ne gagnent pas leur vie, un fils s'arrête, 7 jours sur 7, vous voyez vos parents, ils n'ont pas pris de vacances. Qui reprend la ferme d'un parent qui, toute sa vie, a été en situation délicate? Et vraiment, il faut qu'on aille voir dans les fermes, je vous invite à y aller. Il faut parler avec les producteurs, pour vous rendre compte à la fois qu'ils sont assez exemplaires, ils ne se plaignent pas beaucoup, ils ne veulent pas 2 mois de vacances en plus,
Ils veulent vivre de leur travail. 1,27 €, on voit, et c'est inscrit très distinctement sur la brique de lait que vous nous avez apportée, brique de lait de C'est qui le patron. 1,27 €. Pourtant, Delphine nous écrit ceci. Pourquoi chez Leclerc, à côté de chez moi, le tarif est moins cher que la valeur faciale d'1,27 € pour la brique de lait? Merci pour cette question. Parce qu'en fait, nous, comme il n'y a pas en fin d'année de dividendes, l'argent revient aux producteurs. Donc on a la transparence totale de cette brique de lait. Chaque centime pour un producteur, c'est 5 000 € par an pour lui. 500 000 litres en moyenne de production annuelle. Ça veut dire que quand les distributeurs rognent un peu sur le prix pour le rendre accessible, ils rognent aussi sur la rémunération souvent des producteurs. Eh bien, 4 €, c'est souvent 4 centimes sur un litre rogné, c'est 20 000 € pour le producteur. C'est sa vie, son équilibre, le fait qu'il puisse vivre dignement et pas dans un stress absolu, prendre quelques jours de travail. Vous voyez, donc des centimes pour nous, c'est pas grand-chose, pour lui, c'est énormément. Il n'y a qu'une chose qui nous permettra de savoir ça, c'est la transparence. Tant qu'on n'aura pas, pour répondre à cette question, la transparence de ces deux briques qui racontent leur histoire, on n'y arrivera pas. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'ils payent un peu plus cher, ils veulent être sûrs que ça va vers l'agriculteur. Et ce que ne dit pas Nicolas, parce que bon, c'est pas son rôle de balancer, mais c'est peut-être le rôle des journalistes, c'est que bon nombre de producteurs qui ont adhéré à cette coopérative, C'est qui le patron, avant qu'elle n'existe, ils vendaient leur lait à d'autres. Les autres, en l'occurrence, ce sont deux grands industriels du lait, énormes dans ce pays, qui s'appellent Lactalis et Sodial. Et la différence de rémunération pour les producteurs, quand ils sont passés de ce système industriel à ce système de coopérative, elle est assez grande. Mais allons plus loin. Ce qu'on a découvert dans Libération, c'est que l'un de ces deux grands industriels, non seulement achète le lait beaucoup moins cher aux producteurs, ce qui pose un problème de revenus et de continuité de leurs exploitations, mais qu'en plus, il vient faire l'objet cette année d'un redressement fiscal colossal. Lactalis, pour ne pas le citer. C'est-à-dire que d'un côté, ils pressurent les producteurs, et de l'autre, ils ne reversent même pas ce qu'ils doivent à la collectivité. Donc, on peut comprendre qu'on s'inquiète d'un système qui manque totalement de transparence dans qui gagne quoi sur un produit basique comme le lait. Le produit basique, par excellence, c'est le lait, c'est aussi les œufs. Voilà, Nicolas Chaban. C'est le produit populaire qui est en pleine croissance, si je puis dire, en termes de consommation, plus que jamais. Comment vous Je suis le ventre record, mais en fait... ventre record pour sortir... Ouais, les ventres records cette année, c'est incroyable. Il y a une partie de la consommation de la viande qui se reporte sur les œufs. Mais pour vraiment essayer de vous dire le plus important, on ne se connaît pas tous, mais vous rentrez dans cette coopérative et vous allez vous-même, c'est pas nous l'équipe qui allons tenir un discours à tout le monde. Vous participez à un voyage et vous allez voir les producteurs directement. Et les yeux dans les yeux, vous leur demandez, ce qui est écrit là, c'est un peu de marketing et finalement ça ne vous change pas la vie, hein, les yeux dans les yeux, sans personne pour vous empêcher ce contact direct. Et quand un producteur vous dit les 10 centimes, nous on a rajouté 10 centimes par litre, c'est 50 000 € annuels. Ça change tout pour moi. C'est-à-dire non seulement ma vie aujourd'hui, mais je peux céder ma ferme. Et à l'heure, je vous ferai la grâce quand même de vous parler trop d'actualité, mais le contexte géopolitique n'est quand même pas très rassurant. Imaginez que cette nourriture venue du bout du monde, il y avait deux grands enjeux, comme le dit M. Barbier, c'est-à-dire qu'à la fois c'était elles deviennent grosses, les fermes, ça ira quand même, et la nourriture viendra de l'extérieur. Le bateau du bout du monde dans le contexte actuel, je crois que c'est pas très raisonnable d'imaginer qu'il viendra forcément jusqu'à nous. L'œuf est une valeur refuge, en fait. Pardon, êtes-vous imité? Est-ce qu'il y a des C'est qui le patron en Pologne, en Allemagne, en Roumanie, où il y a beaucoup d'agriculteurs? Alors, il y a, pas dans ces pays-là, mais il y a 6 pays qui se sont inspirés. Les consommateurs ont décidé de faire la même chose. C'est pas tout à fait la même chose parce que structurellement, il y a eu pas mal d'enquêtes là-dessus. Nous, notre structure, c'est vraiment une coop. Il y avait 2 structures. Récemment, on a cédé toute la partie actionnariale à une fondation actionnaire. Donc, on a clarifié quelque chose d'important pour tous les consommateurs. Ouais. Quand j'amène mon argent, je sais que ça ira aux producteurs, pas dans un groupe planqué, des banques, des fonds, même si, encore une fois, il faut que tout le monde existe. Cette aventure, elle est très pure. Et elle nous permet cette garantie-là. Quand vous avez des produits qui viennent d'autres pays, vous savez aussi sur les œufs et sur les œufs français, évidemment, on a ce chiffre-là, le panier BFM, qui nous apprend notamment que certains œufs, les gros œufs de nos villages, ont baissé, leur prix a baissé de 9% mais ça, je peux vous sur en un parler. an. Parce que, évidemment, nous, consommateurs, quand le producteur, puisque c'est le seul qui fixe le prix, un point important, le prix du producteur, c'est pas nous, experts à distance, qui évaluons. On leur dit,
ils votent tous individuellement à combien on doit vous rémunérer le litre pour que vous puissiez nous autoriser à marquer cette phrase. Ce lait rémunère au juste prix. C'est pareil pour les œufs. Pareil pour les œufs. Et quand la nourriture animale baisse, ce qui permet évidemment de nourrir les poules, mécaniquement, on baisse. Ça a été ce produit là, créé par les consommateurs, la boîte que vous voyez là derrière nous. Ça a été le premier produit qui a baissé. Et ce sont forcément des œufs de qualité? Alors, c'est du plein air. Je sais pas vous, mais moi, quand je me retrouve dans le rayon E, généralement, je bloque, en fait. Pourquoi ? Il y a une offre pléthorique et je sais jamais quoi choisir. Les œufs, alors on va pas forcément citer des marques, mais sans parler des œufs bio, mais c'est là où c'est intéressant parce qu'on découvre. Sachant qu'on a tous vu des reportages absolument effrayants, des élevages intensifs de poules pondeuses. Bon, voilà. Mais il y a un cahier des charges qui est intéressant. Ouais, Ce que j'ai découvert en allant voir une de leurs exploitations, je savais pas pourquoi le jaune était aussi jaune dans les œufs. Et on apprend que c'est parce que certains s'autorisent à mettre du paprika dans l'alimentation des poules, ce qui rend le jaune plus jaune. Donc, quand il est blanc, c'est pas bon signe. Donc quand c'est que le patron fait un cahier des charges au producteur, il dit voilà, il ne doit pas y avoir d'OGM, il ne doit pas y avoir de paprika, l'alimentation doit être balisée, il doit y avoir un minimum de luzerne, les poules doivent sortir sur tant de mètres carrés, c'est intéressant. etc. Poursuivons sur cette parenthèse couleur du jaune, parce que de l'œuf. Parce qu'on a peut-être des préjugés ou des lorsque nos inexactitudes grands-mères ont des poules, elles suivent la couleur du jaune, c'est plutôt l'alimentation. Oui. Et évidemment, là, on a découvert, nous, puisque je rappelle rapidement, on a décidé de faire nos produits, on vote pour le cahier des charges. Sur le lait, c'est rémunération du producteur. On vote tous, librement. Il y a un prix de référence, 0,69. Est-ce qu'on le laisse au cours mondial? Le prix ne bouge pas. Est-ce qu'on monte de 8 centimes? 77. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation animale? 5 centimes. C'est pour montrer la mécanique qui arrive à un prix, finalement, qui nous rassure, puisqu'on a choisi et son cahier des charges et l'incidence sur le prix. Je vous parle rapidement du jaune. On a découvert, effectivement, qu'il y avait artificiellement, même si ce n'est pas très nocif, mais une couleur mise pour augmenter le jaune et nous donner l'impression qu'il est meilleur. Ça ramenait 1 centime en l'enlevant au producteur. On a décidé de le ramener au producteur. Le beurre, autre information, vous avez un beurre de couleur linéaire. Si vous vous rappelez les beurres faits dans nos campagnes auparavant, eh bien, ça suivait les saisons, la qualité des fleurs. Bon. Eh bien, nous, consommateurs, loin de grands calculs, on a dit enlevons. Alors là, je ne sais pas si c'est le carotène ou la carotène. On a enlevé le carotène, c'est-à-dire cet élément qui lisse la couleur. Il y a quelqu'un un jour qui s'est dit on va faire des beurres avec toujours la même couleur. On a enlevé cet artifice. Ce centime, on l'a ramené au producteur. Rappelons-nous, c'est 5 000 € de plus pour... Le bio, l'œuf bio accuse un petit recul. Oui. Les œufs bio, c'est qui le patron aussi, ont reculé. C'est triste, voilà. Au-delà des explications, on a demandé à des producteurs bio tous de faire du bio. Ils se sont massivement investis dans ce qui est sans doute encore clairement un axe d'avenir. Et puis, quand il y a eu trop de bio et qu'il y a eu une confusion avec le bio, soyons clairs, pourquoi le bio a chuté? Il y a 1000 raisons. Il y en a une. On a voulu faire croire en France que le bio, c'était un concept mondial. Ben non. Le bio du bout du monde, fait dans des conditions différentes que le bio français, il ne vaut pas un produit local près de chez moi. Et l'œuf bio français, voilà. Là, c'est pas mais il est de qualité. Oui, il est plus cher aussi. Il est plus cher, mais parfois beaucoup plus cher. Allez voir. On peut varier du simple au triple. Allez voir le de prix pour les œufs. Oui, allez voir le travail des producteurs pour vous convaincre de l'incroyable boulot qui est fait et qui mérite ces centimes en plus. Un mot économique. On a longtemps regardé le prix le plus bas. Et les distributeurs, les partenaires n'ont eu que cette boussole. On a oublié de dire un truc. 30% des familles en France ne peuvent pas rajouter 1 centime, 8 centimes par litre. Quand tu as du mal à nourrir ta famille, tu ne peux pas. Un Français sur 4, le 16 du mois, déjà a découvert. Le 30%, c'est du déclaratif. Un Français sur 4 et 25%, c'est pareil. Ouais, on est à 30% plutôt que le 25%. Et c'est vrai, peut-être que c'est un peu plus. Mais ça, il faut peut-être l'affiner. Mais en revanche, j'ai une chose à vous dire. Allez-y. On n'a plus jamais regardé du côté des 70% de gens qui peuvent rajouter 4 € par an. Si, à un moment donné, on ne donne pas une chance à nous tous, consommateurs, qui pouvons peut-être rajouter ces quelques euros par an, de changer l'histoire du producteur et finalement les conséquences, parce que quand vous donnez un peu d'argent à un producteur, il peut faire des impacts environnementaux moindres, du bien-être animal, du bio.
la petite sœur de l'équité, c'est bien souvent la qualité. Donc il y a des enjeux qui dépassent le cadre simplement du soutien aux producteurs. Franck, si on s'attarde, si je puis dire, sur le lait, sur les œufs, c'est parce que ce sont en quelque sorte des thermomètres de la grande consommation alimentaire. Ce sont des thermomètres, vous le dites très justement, et on a un signe qui est à la fois intéressant, encourageant, c'est au bout de la chaîne le distributeur, avant le consommateur. Et au départ, quand Nicolas Chaban est arrivé avec C'est qui le patron, les Michel-Édouard Leclerc ou Dominique Schelcher que vous receviez hier, le regardaient un petit peu en se disant, nouvelle mode. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, tout un chacun d'entre nous en allant faire nos courses? C'est que dans les linéaires aujourd'hui, les produits C'est qui le patron ne sont pas carrément au bas ou carrément en haut, mais qu'ils sont positionnés comme des produits qui se vendent bien. Et quand on interroge les patrons de la grande distribution, ils disent on ne peut plus faire sans. Maintenant, ils comptent à part entière. Justement, le patron de Système U était notre invité hier soir, et puis il y a une semaine, c'était le patron de Lidl qui était à Michel sa place. Biérot. Écoutons-le justement sur C'est qui le patron. C'est une formidable initiative et je salue tout le travail que fait Nicolas Chaban autour de ça. Non, pas du tout, je l'ai dans mes rayons. Pas dans toute la France, mais je l'ai dans mes rayons. Ah, tout va bien alors. Collaborer. Michel Biérot est un partenaire qui d'ailleurs me permet de parler, et c'est important pour lui, il a raison. Le prix du lait chez Lidl. Je voudrais parler de Cantavélote, c'est une initiative de producteurs, de Fair France, de la Brique Rose. Il y a d'autres initiatives que vous pouvez acheter pour aider les producteurs. Les distributeurs, mais c'est pas aujourd'hui les personnes qui sont les moins partenaires de l'idée d'aider les producteurs. Il faudrait peut-être aller voir les industriels aussi. Ils font pas que des choses bien, mais quand à un moment donné, c'est simple dans un magasin, tu as la marque la plus vendue depuis 10 ans. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas une marque créée par le monde économique depuis 10 ans dans l'agroalimentaire qui se vend plus que cette marque. Comme le dit Martial Darbon, producteur de lait, si on écrit le livre le plus vendu du moment, il sera dans toutes les librairies. Donc en fait, ce résultat aussi économique, cette marge d'ailleurs aussi, parce que on a fait en sorte que les magasins puissent aussi avoir de quoi faire vivre et le magasin et payer des salaires. On est allé dans une équation globale en tant que consommateur. Permet finalement d'avoir un rapport gagnant-gagnant avec tout le monde. Et surtout, pour aller plus vite, un mot. Les producteurs doivent être protégés en priorité. C'est une émission qui serait trop longue, trop courte pour tout développer. Mais le chemin le plus court, c'est évidemment acheter ces produits, mais pas que. Si demain, Danone, Nestlé, tous les grands, Savencia, paient au juste prix les producteurs, en leur prouvant, mon Dieu, que nous, consommateurs, on est sensibles à cet argument. Vous imaginez à quel point on ira beaucoup plus vite pour des gens exemplaires, aller dans les fermes, parler avec les producteurs. Ce sont des gens qui, tous les jours, se lèvent. Dans le lait, c'est 7 jours sur 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est 7 jours égrenés. C'est chaque semaine les mêmes jours pour de nouveau 2 traites par jour. Nassim, aidons-les à vivre de leur travail. Nassim vous pose une question. Après le lait et les œufs, quels sont vos autres projets? Parce que vous faites avec et pour le consommateur. Alors vous avez une partie de photos pour répondre à Nassim. On fait vous dites pour le consommateur, mais on fait d'abord pour le producteur. Oui, avec le consommateur. Voilà, avec le consommateur. Et en fonction de ce qu'il veut. Vous faites évoluer l'offre en fonction de la demande du consommateur. En fonction des choix collectifs. Un autre choix. Vous dites ce qu'il veut, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, nous tous, parce que moi, je suis votant au milieu de tout le monde. On n'est pas une start-up répondant aux demandes. Est-ce que ça marche si bien, alors, sur le lait? Vers quoi allez-vous vous avez une partie des produits. Il y a un produit très symbolique, on le voit là, à gauche, sur la photo, les jus de pommes. Quand le lait a marché aussi bien, de façon inattendue, les producteurs de pommes d'Alsace, au départ, nous ont appelés en disant, voilà, il nous manque, on ne vit pas, 9 centimes par kilo. On arrache nos arbres parce qu'il nous manque 9 centimes par kilo. On a refait l'équation. En consommation annuelle de jus de pomme, ça représente 1,60 € à rajouter pour nous consommateurs pour que le producteur arrête d'arracher ses arbres. On n'avait jamais répondu à cette question. Le prix le plus bas, c'est une boussole qui ne peut pas conditionner notre avenir. Qu'est-ce qu'on doit rajouter sur ces produits pour que le producteur vive et qu'on ait toujours ces producteurs? Et sur le miel, cette nourriture. Alors sur le miel, c'est un autre exemple, mais très bon exemple. Oui. Là, même moi, en tant que consommateur, je vois un prix qui monte à 4,47 €, 5 € le miel, quand il y a du miel à 2,20 €. Le tout petit pot. Hein. Mais je dois absolument les défendre. On est parti sur la place de la République avec des apiculteurs. En premier consommateur, j'ai dit c'est un peu cher. Il m'a dit, mais c'est le prix. Quand on sait comment est fait le miel, c'est vrai que franchement, ça c'est une chose. On comprend mieux. Et après, je lui ai dit, toujours la même question, on mange combien? Est-ce qu'on mange 4 kilos de miel par an? Non.
ça représentait 2,20 € sur la consommation de miel annuelle. Il faut qu'on débranche la notion de achat immédiat. Et puis le miel, vite fait, je vous le dis, c'est les abeilles. En sauvant les apiculteurs français, on va quand même permettre à des partenaires de notre alimentation de survivre. La solution plutôt. Vous ne buvez pas de lait, mais est-ce que vous mangez du miel, Roselyne? Non, je ne pas de miel non plus. Non plus. Ni de jus de pomme. Décidément, oui, j'allais dire buvez des pommes. Je ne suis pas la bonne personne à mon âge. Mais effectivement, on a construit une agriculture subventionnée au lieu de se poser la vraie question de la rémunération venant des consommateurs. Mais on a drogué à la fois les consommateurs et les producteurs dans cette affaire. Il y a aujourd'hui, et on revient au point de départ, la transparence. Dites-nous déjà combien il manque à un producteur pour qu'il vive de son travail. Assurez-nous que les centimes lui parviennent. Oui. Sur la transparence, d'ailleurs, on parlait du miel, c'est un des exemples parfaits. Ouais, je veux pas. C'est difficile de savoir quand le miel, même quand il est issu de l'Union européenne. Non, mais par exemple, est-ce que tous vos miels sont français? Oui, bien sûr. Mais alors, c'est toujours un questionnaire qui crée les produits. Et surtout, le lundi matin, je veux le dire, c'est pas nous, l'équipe, qui allons voir et vérifions et disons, par de la communication, tout va bien. Vous êtes sociétaire, vous venez le lundi matin, les 10 premiers inscrits prennent le train, on ne se connaît pas, et on va tous ensemble, avec cette liberté de chacun, vérifier que c'est bien une réalité. Et on voit bien que c'est du miel français. Et on comprend avec... et le miel qui est... alors là, c'est votre avis que je vous demande, parce que c'est pas forcément vos miels en l'occurrence, mais quand le miel qu'on achète indique origine UE... UE, c'est non, il faut... non. C'est pas trop vague pour être honnête? Non, et je vais vous dire pourquoi, parce que je l'ai dit rapidement, si vous me permettez de le redire, c'est pas juste le producteur et l'apiculteur qu'on protège. Notre nourriture n'existe pas s'il n'y a pas l'intervention de ce qu'on appelle les abeilles, qui représentent 30% de ce qu'on consomme. Protéger des apiculteurs qui eux-mêmes s'occupent de la santé des abeilles dans notre pays, cette équation elle est toute simple, c'est pas une équation de bisounours, c'est une réalité qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et rappelons-nous que ce destin un peu protégé en protégeant la nourriture, c'est quelques dizaines d'euros, même si il faut travailler évidemment sur le fait que la partie de famille et de Français qui ne peut pas rajouter, on estime pour sauver toute l'agriculture en produits directs, c'est un peu moins de 100 € par an. C'est une somme, 100 €, ramenée au mois, si je ne m'abuse, c'est une dizaine d'euros. Oui. On va parler dans quelques instants des produits qui n'ont plus la cote. Il faut recalibrer ça. Il faut recalibrer cette notion de qu'est-ce que ça nous coûte de protéger ceux qui nous nourrissent. Et cette réponse-là, les acteurs du monde agroalimentaire avaient un peu oublié de nous donner des informations claires. Dans mon supermarché, écrit Florent, les fruits et légumes viennent des Pays-Bas ou du Maroc, et il s'adresse à vous. Est-ce que l'État doit dire stop à la grande distribution sur ces produits-là et leur provenance? Alors bon, il y a des échanges, politiquement, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a un moyen très simple de faire une loi qui marche 10 fois plus vite que n'importe quelle loi, c'est d'arrêter d'acheter. Et d'acheter plutôt des produits français. C'est-à-dire qu'il y a notre acte d'achat... On en revient au prix. Il y a la transparence et puis il y a le prix. Oui, c'est vrai. Il y a aussi la décision. C'est-à-dire que finalement, derrière cette démarche, à un moment donné, en remplissant son frigo, le consommateur peut changer la donne. Et c'est un acte très direct. C'est-à-dire que Oui, mais est-ce que c'est pas une grande phrase qui, derrière, plus complexe qu'il n'y paraît, à mettre en application le consommateur, il ne tient qu'à lui de soutenir l'agriculture française. Néanmoins, quand vous y faisiez allusion, il y a le pouvoir d'achat, priorité des Français qui entre en jeu. Inévitablement, on ne peut pas acheter français tout le temps. Pour 30% d'entre nous, ne les oublions jamais, c'est pas possible. On a oublié de nous parler des 70% qui peuvent le faire. À un moment donné, il y a eu une espèce de tour de magie de communication qui consistait à dire, vous savez, les consommateurs, toujours, comme c'est un peuple lointain qui viendrait d'une autre planète, ne peuvent pas, il y a une schizophrénie, ils voudraient, mais ils ne peuvent pas. J'ai dit un jour à Michel Leclerc, partenaire aussi de la démarche, qui s'inquiétait quand même de la notion de prix, est-ce que ça peut marcher, vous savez, les gens veulent acheter moins cher. Je leur ai dit, mais attendez, combien vous avez de produits dans les rayons qui nous garantissent qu'en les achetant, les producteurs seront plus heureux? À l'époque, il n'y en avait pas. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, par défaut, estimer que personne ne voudrait défendre une production et des producteurs français. Il faut, je le répète, comme disait Mme Bachelot, rajouter les centimes, mais garantir, par de la vérification qui ne nous appartient pas, qui peut être faite par tout le monde, que les centimes parviennent bien aux producteurs. Vous n'imaginez pas à quel point
1 centime, 2 centimes sur un produit change la vie d'un producteur. J'imagine, sur 1 litre, vu le nombre de litres de lait, puisqu'on parlait du lait tout à l'heure consommé, ça fait, oui, bien sûr, ça peut faire la différence. Le prix est effectivement très important, et les 30% qui ne peuvent pas accéder aux tarifs qui ne sont pas les moins chers sont un élément qu'on ne peut pas perdre de vue. Mais c'est là où justement il y a une péréquation qui s'opère. C'est-à-dire que les 70% dont le pouvoir d'achat permet de consacrer quelques centimes de plus à leur budget alimentaire, permettront à terme au plus grand nombre de se nourrir à ce prix-là. Et puis après, il y a des effets de sélection qu'on a observés sur la viande, par exemple. On s'est rendu compte que la consommation de viande pouvait baisser en global, de telle manière à ce que les choix s'opèrent vers des productions beaucoup plus qualitatives, plus élevées effectivement, avec une consommation qui est moindre. Et puisque vous parlez de viande, il y a Patrick qui nous écrit ceci, avec un clin d'œil évidemment. C'est qui le patron ? C'est hélas mon porte-monnaie, nous écrit Patrick. Par ces temps, l'entrecôte à 27 € le kilo, par ces temps ou toujours d'ailleurs, 27 € le kilo l'entrecôte, et l'entrecôte polonaise ou hollandaise à 14 €, le choix est vite fait. Et vous n'allez pas sur la viande. Voilà, la viande, c'est un univers compliqué, on a essayé, mais... vous ne faites pas de produits frais. Alors, voilà, produits frais, il y a une limite, c'est que le steak haché 4 jours capable d'être en rayon, là, le système n'était pas assez connu ou rodé, mais on s'est occupé de bien d'autres sujets, mais on reviendra sur la viande. La viande qui fait partie des produits auxquels les Français ont le plus renoncé. En un an. Il n'y a pas qu'un renoncement, il y a aussi un changement de mode d'alimentation. Le fait qu'on a expliqué aux Français que manger de la viande tous les jours, c'était pas bon pour la santé. Oui, j'ai pas dit que c'était qu'une question de prix. Oui, non, mais le renoncement semble être quelque chose qu'on s'impose contre son gré. C'est un renoncement assez prononcé quand même dans les chiffres. Oui, mais c'est vrai qu'on mange beaucoup de viande et qu'on sait maintenant que de manger de la viande 2 fois par semaine est largement suffisant. Et il y a eu un report sur les œufs, ce qui fait qu'il y a eu cette progression très forte, ça c'est clair, sur les œufs. Et pour les fruits et légumes, un petit mot, une petite info, un petit scoop, puisque dans nos études, on fait toujours le même calcul. Là, les fruits et légumes, c'est qui le patron, donc entendez, créé par les consommateurs pour aider les producteurs, arrivent 6 produits. Les 2 premiers, c'est la cerise et la pomme. Alors, on a posé la question aux producteurs. Ils sont du côté de Lyon pour la cerise. Combien il vous manque sur 1 kilo de cerises ? Ça vient de la Turquie, ils ne s'en sortent pas, on arrache les arbres. Même problème. 1,50 €. Très bien. On consomme combien de cerises par an et par habitant ? 400 grammes. J'avais même du mal à imaginer le dire dans mon rôle de communication finalement et de transmission de l'information. 60 centimes par an, voilà ce qu'il faut rajouter sur notre consommation de cerises pour qu'à un moment donné le producteur vive. Donc on voit bien que... Surtout quand on voit chez certains primeurs le kilo de cerises à près de 30 €. Voilà, alors après... j'en achète pas. Chez Rodi, le différentiel, c'est des queues de cerises en l'occurrence. C'est là où vous avez raison de dire que, aussi vrai qu'on a envie sans doute d'aider les producteurs, on n'a pas envie d'être les gogos de l'histoire côté consommateur. Et donc la transparence, l'obligation d'un vendeur de prix de nous raconter clairement la répartition, ce que nous on a réussi à faire. On le demande à tout le monde. Mais quand vous comptez combien on en consomme par an, vous comptez sur tous les Français consommateurs, pas sur ceux qui consomment des cerises ou ceux qui consomment du miel. Ceux qui aiment bien le miel, ils vont avoir un budget miel quand même plus élevé, et les quelques centimes, ça fait de l'argent quand même au bout. C'est la remarque que j'ai fait au bureau en disant 60 centimes, j'ai même du mal à expliquer. Alors regardez, on a fait une multiplication par 10. Oui, ça reste accessible. 4 kilos, ça fait donc 6 €, ça fait 50 centimes par mois. Donc en fait, l'équation, même si évidemment il faut l'affiner, c'est jouable. Et à l'autre bout, quand on vit la détresse de producteurs qui arrachent des cerisiers parfois depuis 3 générations, résultat de toute une vie de père et de grand-père, il faut arrêter. Et encore une fois, je veux, sans être alarmiste, fruits et légumes en France, un fruits et légumes sur 2 importés. On peut se dire, ça sera toujours le cas, c'est pas vrai. Le jour, on l'a vécu avec les masques à une époque, même si ça semble être un petit raccourci, sur le tarmac arrivent des masques en période de Covid, ça a été acheté un peu plus cher et finalement ce qui devait arriver en France s'est retrouvé aux États-Unis. Le marché est quand même difficile à maîtriser. Si ces fruits et légumes de l'étranger, au moment où de plus en plus de monde en ont besoin, n'arrivent plus jusqu'à nous pour des raisons économiques, on va faire quoi ? Donc il faut qu'à un moment donné, on protège des gens absolument exemplaires, qui s'appellent les producteurs, et qui demandent juste à vivre de leur travail. Sur les produits qui n'ont plus la cote, c'est peut-être temporaire, on parlait de la viande, d'après l'Institut ELAB, il y a aussi
le poisson, jus d'orange aussi. Comment le jus vous d'orange a expliquez, augmenté. Là, je ne suis pas assez spécialiste pour vous dire dans le détail les raisons de tout ça, mais un peu comme pour le bio, il y a eu ces pêches qui, naturellement, parfois, à l'excès, mettaient en danger les ressources. Et comme on n'a pas d'informations, vous l'avez dit, comme on n'est pas sûr que le produit est certain, par son acte d'achat, de protéger des éléments de valeur importants pour nous, au bénéfice du doute, c'est un peu ce qui a été la détresse du bio. Ne sachant pas si vraiment ça change les choses, on achète un produit un peu moins cher. Donc, il y a une seule boussole d'avenir, et c'est important, c'est la transparence. Si, à un moment donné, on a la garantie qu'un produit est vertueux, crée des impacts positifs socialement sur le producteur, mais pas que sur l'environnement, sur le bien-être animal, et franchement, si on peut mesurer, comme on l'a dit, la différence annuelle et qu'on est capable de le faire, et faisons-le quand on est capable de le faire. Ne cédons pas à la tentation de la cerise moins chère pour économiser 60 centimes par an. Justement, les fruits et légumes, c'est qui le patron? Lesquels avez-vous Alors c'est tout nouveau. Ils sont en train justement d'arriver, le questionnaire cerise en premier lieu, là, pour le mois de mai, avec dans les questionnaires des éléments intéressants. Vous découvrirez les coulisses de ce qui fait le prix des cerises. Ça a été le cas pour tous les produits. Et puis ensuite, la pomme. La pomme, une autre équation, il manque 20 centimes aux producteurs de pommes. Rappelez-vous à combien on trouve des pommes en rayon. C'est fou ces histoires de centimes, parce que ça n'a l'air de rien. Non, mais ça... Alors que vous l'expliquez très bien, ça peut rapporter beaucoup et tendre vers une plus juste rémunération pour les producteurs français. C'est une nouveauté. Et je répète que le consommateur ne doit pas tout payer. Après, il faut que d'autres s'emparent du sujet, créent une forme d'allègement. Mais le monde politique, encore une fois, aujourd'hui... on ne le ressent pas comme la sécurité de changement demain matin. Changeons les choses à partir de nos actes d'achat. Ne demandons pas tous tout et tout à tous les consommateurs. Marie en fait sans doute partie. 1 400 € de salaire, un bébé de 18 mois, le logement, etc. Comment fait-on pour consommer français Alors là, donc plus cher. Vous avez des astuces? On n'a pas une réponse à tout, mais on se pose des questions en tant que consommateur. Là, c'est évidemment la partie de famille où franchement... parler de quelques euros de plus par an quand tu as du mal à finir tes fins de mois, on ne peut pas le faire. Moi, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a créé il y a quelques temps Est-ce que c'est forcément plus cher? Est-ce que surtout c'est forcément plus cher? Non. Alors, on le voit, les œufs se sont retrouvés moins chers. La compote de pommes, quand vous enlevez le marketing, on s'est retrouvé avec 0,68 centimes quand les grandes marques étaient à 1,02 €. Puisque nous, le principe, c'est que comme il n'y a pas ces bénéfices de fin d'année, pas de revenus et d'argent à générer, on amène toujours les produits au juste prix. Un mot pour cette dame. Et vraiment, allons chercher ces produits. Le gaspillage, vous en parliez, en France. Je vais vous donner une image pour faire comprendre à tout le monde que c'est une richesse instantanée à aller rechercher. C'est 10 millions de tonnes. Alors 10 millions de tonnes, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf quand on se rend compte que 10 millions de tonnes, c'est le Stade de France rempli à ras-bord chaque année. Voilà ce que, chaque année, en France, on perd comme nourriture qui pourrait voir un estomac humain, le Stade de France rempli à ras-bord. 5 mètres de moins, c'est au départ les Anglais qui avaient fait ce calcul pour Wembley, on l'a refait pour la France. Vous imaginez de la nourriture jetée qui pourrait être consommée, donc susceptible d'être vendue moins cher. Il faut qu'à un moment donné, on n'accepte plus, nous, consommateurs, à l'origine de l'ensemble de ces 1600 milliards d'euros de consommation annuelle, que des gens récupèrent cet argent, le nôtre, pour ou le gaspiller ou mal l'utiliser. Sur les habitudes de consommation qui changent assez considérablement, et d'ailleurs on parlait tout à l'heure d'un certain désamour des Français pour la viande, sans doute le prix y est-il pour quelque chose, et aussi d'autres raisons. Le lait, on parlait du lait, eh bien... On voit beaucoup plus de gens qu'avant consommer du lait végétal, qu'il soit d'amande, de soja, d'avoine, les steaks aussi. La viande végétale, désormais, envahit certains rayons. Comment vous composez avec ces nouvelles habitudes de consommation ? Nous, très simplement, puisque les produits ne sont que le résultat des votes collectifs. Donc, c'est vrai que c'est un repos infini. Vous arrivez le lundi matin, vous n'avez pas trouvé la bonne stratégie pour essayer de vendre plus de produits que... Le concurrent n'en a pas. On est nous les consommateurs et on consomme tous les produits de ces fameux concurrents. On pose une question. Quel produit on crée? Celui qui est le plus demandé. Là, récemment, et vous pouvez répondre actuellement. C'est intéressant, un questionnaire, allez le voir. C'est l'emmental. L'emmental, premier fromage le plus consommé en France. Et on a découvert qu'il n'y avait pas d'emmental solidaire
Donc on réintègre, évidemment, dans les questions, le résultat sera sans doute encore équitable et solidaire, la possibilité de consommer différemment. Et ensuite, on nous dit souvent que va devenir C'est qui le patron? Alors, rien de grave, puisque je répète que cette fondation, elle rend inaliénable la structure, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revendre cette structure. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui vient la racheter pour la détourner de son objet d'origine. Donc ça protège les producteurs, mais ça deviendra ce que tout le monde décidera d'en faire. Jérôme vous pose la question suivante. Certains géants de l'agroalimentaire refusent le Nutri-Score sur les produits laitiers. Et vous? Alors Nutri-Score, c'est tout l'intérêt de ces décisions collectives. Moi, je suis plutôt pour le Nutri-Score. Il y a un temps qui se fait, puisqu'on est un peu plus lent, je dirais, pour prendre des décisions parce qu'elles sont collectives. Pour l'instant, il n'y a pas de Nutri-Score, mais je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Mais encore une fois, ça ne dépend pas d'une stratégie d'une équipe, ce qui peut aller très vite. C'est une décision toujours collective. Et certains sociétaires consommateurs nous disent que sur certains aspects, ils veulent plus de transparence encore que le Nutri-Score. Voilà, donc c'est un message qui appartient, je dirais, maintenant au vote collectif. Accueillons Raphaël Grabli, chroniqueur de BFM Soir. Bonsoir Raphaël, rebonsoir. C'est qui le patron? C'est un peu l'anti-marque, d'une certaine manière. Certains concurrents vont au contraire, vous êtes penché là-dessus ce soir, s'offrir des ambassadeurs, à commencer par les chefs stars. On parlait des intermédiaires, il y a aussi un intermédiaire qui coûte très cher, souvent c'est le marketing. Et avec les chefs stars, alors il y avait évidemment Joël Robuchon il y a quelques années, sauf qu'aujourd'hui les chefs avec les émissions, il y en a beaucoup, ça devient quasiment parfois des influenceurs. Et il y a un baromètre qui vient de sortir, c'est un baromètre Advent pour le média LSA, qui a établi les chefs les plus bankable. Alors c'est assez intéressant, j'imagine que vous les connaissez tous autour de cette table. On va voir ça. Voilà, ça c'est le petit moment rétro avec Joël Robuchon. Cyril Lignac en numéro 1, Philippe Etchebest numéro 2, Norbert Tarrer, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic. Et si je poursuis en fait derrière ce top 5, Hélène Darroze, Thierry Marx, Jean-François Piège, Michel Saran, Maurice Sacco, Jean Lambert. Bon, en gros, c'est une certaine émission, un petit concours les culinaire. émissions télé, oui. Exactement. Bon, ça a commencé avec Maïté, donc c'est pas nouveau. Oui, sauf que là, maintenant, ils créent aussi leurs recettes pour la grande distribution. C'est pas nouveau non plus, mais ça se multiplie. Avec plusieurs exemples, d'ailleurs. Il y avait la bûche de Noël, d'ailleurs, pour Thierry Marx, pour une marque de produits surgelés. Il y avait aussi le café, d'ailleurs, Café Royal Cyril Lignac. Il y a des produits avec Dany Kézard, qui est un candidat aussi de cette émission, et Carrefour avec notamment Jean Imbert. Donc, c'est vrai que la question que j'ai, c'est est-ce que finalement, face à ce déluge de marketing, vous avez un marketing, vous, qui est extrêmement sobre. Est-ce que, parfois, vous êtes tenté de faire appel à des sortes, je ne vais pas dire des influenceurs, des chefs, des grands noms d'ambassadeurs, qui pourraient d'ailleurs potentiellement être bénévoles, c'est pas forcément payant, mais est-ce que c'est une idée qui vous traverse l'esprit? On a la chance d'avoir pas mal de chefs qui relaient. Sur les brasseries, je vois que vous communiquez beaucoup. Ouais, parce que en fait, quand ils savent que c'est pardon d'être insistant, mais une vraie marque de consommateur. Il faut imaginer ce que c'est. C'est pas une start-up, une entreprise. Tu es pas en face d'une structure qui a un budget, qui essaie de se battre avec des règles de marketing. Tu as des consommateurs qui font le maximum pour aider des producteurs. Ils nous aident plutôt librement, mais étonnamment, quand vous êtes dépositaire de cet enjeu collectif avec une communauté, ils comprennent aussi qu'on ne se lie pas à une personnalité ou une autre. C'est-à-dire que les sociétaires disent, c'est tout bête, bah oui, mais lui, je l'aime un peu moins que celui-là. Donc, le fait de faire un choix, d'associer à cette marque très collective et simple, le chemin, il est simple. Il est aider les producteurs. Tout ce qui déborde de ça n'est plus du ressort de l'initiative. On pourrait avoir une famille de gens qui disent j'achète pas ces produits parce que tel ambassadeur ne me plaît pas. Bon, les chiffres et le succès montrent qu'on n'a pas besoin de ce soutien d'un point de vue marketing et on n'en a jamais fait. Vous avez un logo là, vous le voyez. C'est l'anti-marketing. Fait dans la nuit, parce qu'on avait un smiley avant qui était une marque déposée. J'ai appelé un cousin en disant il n'y a pas d'agence, est-ce que tu peux faire un logo? Voilà comment est arrivé le logo. Donc finalement, le marketing, quand il est utile, et même si c'est un peu ringardisé, pourquoi pas? Mais quand il capte, il y a des grandes marques où il y a 15% de marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est notre argent. C'est l'argent qu'on amène pour, à un moment donné, c'est ces fameux centimes. Ces fameux centimes qui rémunèrent les 15% sur des grandes marques, c'est bien plus. Et en marketing, là, on parle de design, mais il y a aussi le marketing en termes d'annonceurs aussi. Est-ce que vous faites des campagnes de promotion? Non, vous avez raison, ça c'est pareil. Alors là, on est
on remercie humblement aussi la presse, même si je sais que ça ne se fait pas, de remercier les journalistes. On n'a jamais pour une fois qu'on nous jette des fleurs. Ouais, voilà. Non, mais depuis quelque temps, on me dit non, vous avez le droit de le faire. Non, pourquoi? Parce qu'on veut pas passer pour des gentils. Comment dire? On veut pas faire de flagornerie pour les journalistes qui font aussi le métier de relayer les infos. Mais on n'a jamais investi 1 euro dans de l'achat d'espace. Je ne sais pas si c'est très bien de le dire dans les médias, mais quelle capacité à comprendre l'initiative de tous. On n'a jamais reçu la visite de gens qui nous demandaient de l'argent. Pourquoi? Parce que quand ils regardaient 2 minutes les comptes, ils voyaient qu'en fin d'année, ce qui aurait été économisé ne finissait pas sur des finalement bénéfices qui iraient vers des fonds ou des individus, des dividendes. mais des dividendes, voilà. Donc c'est un peu atypique cette aventure. Et tout le monde l'aide parce qu'elle aide les producteurs. Il y a quelque chose d'assez logique. Merci Nicolas Chaban. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans cet échange autour du juste prix sur le plateau de BFM TV. Juste un mot pour terminer très rapidement. Christophe, on en est où de la question agricole au passage? Parce que, il y a une loi qui est dans les tuyaux, qui va dépendre des tensions ou des apaisements à l'Assemblée nationale. Tant que le budget n'est pas passé, on ne pourra pas reprendre le fil du travail sérieux des parlementaires. Merci Christophe. Merci Nicolas Chaban d'avoir été avec nous.